Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur SIG 2021. Donc voilà pour cette session avec l'atelier parisien de l'urbanisme, la PUR, qui va nous présenter un sujet qui s'appelle voilà, découvrir les commerces à Paris à travers un outil numérique interactif. Et donc je laisse la place à Hélène Impini et Bruno Bouvier de ce pas pour nous faire une belle présentation. Merci. Merci à vous. Merci. Donc bonjour à tous et merci de nous donner la possibilité de présenter le travail que nous avons réalisé sur le commerce à Paris à l'occasion de la dernière enquête de terrain réalisée il y a tout juste une année, en octobre 2020. Nous allons vous proposer avec ma collègue Hélène Impini, donc, qui est développeuse web, de découvrir les commerces à Paris au travers de l'outil numérique interactif que nous avons développé afin de mettre en valeur les résultats obtenus lors de cette enquête. Mais avant de vous présenter l'application développée à cette occasion, je vous propose de vous expliquer rapidement le contexte de ce travail sur les commerces parisiens et leur suivi. Donc, ce suivi des commerces que l'on nomme BDCOM pour base de données sur les commerces à Paris est réalisé dans le cadre d'une convention tripartite entre la ville de Paris, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et la PUR. C'est un partenariat de longue date puisque nous y travaillons depuis maintenant 20 ans. Et la première enquête a eu lieu en l'an 2000. Donc en 2020 a eu lieu la 8e enquête sur les commerces, enquête qui a lieu tous les 3 ans environ sur l'ensemble du territoire parisien. La convention entre la ville et la CCI, en fait, nous permet d'avoir un recul et une vision sur le long terme des évolutions commerciales à Paris. Pour réaliser cette enquête, une méthodologie a été définie qui consiste en un recensement exhaustif de l'ensemble des locaux implantés en rez-de-chaussée des immeubles parisiens, les locaux qui ont une vitrine et un accès depuis l'espace public. Cette enquête terrain s'effectue avec l'aide d'une petite équipe d'une quinzaine d'enquêteurs qui sont encadrés par 4 chefs d'équipe. Les enquêteurs, en fait, sillonnent l'ensemble des rues parisiennes et réalisent l'enquête îlot après îlot pour être sûr de ne pas oublier de locaux dans les rues. Ils partent sur le terrain avec les résultats de l'enquête précédente et ils doivent confirmer ou modifier les informations qui ont été précédemment relevées. L'enquête, en fait, qui devait avoir lieu en 2020 était prévue au mois de mars. Elle a bien débuté à ce moment-là, mais elle a dû être interrompue à cause de la pandémie de Covid-19, évidemment, et du confinement qui avait débuté le 17 mars 2020. Donc, il a été décidé de reporter l'enquête, qui s'est finalement tenue au mois d'octobre 2020. Alors, quels sont les enseignements tirés de cette enquête? Les voici en quelques chiffres. Donc, ce sont précisément 83 399 locaux qui ont été recensés en rez-de-chaussée à Paris, qui se répartissent en 61 541 commerces et services commerciaux, ce qui représente 74% de l'ensemble, plus de 13 000 locaux occupés par des bureaux, des activités médicales en rez-de-chaussée, des commerces de gros ou d'autres types de locaux comme des ateliers, des lieux de stockage, etc., qui représentent un peu plus de 15% de l'ensemble des locaux en rez-de-chaussée. Et enfin, 8 764 locaux vacants, ce qui représente 10,5% de l'ensemble des locaux. Et parmi ces locaux vacants, on avait distingué 1520 locaux qui étaient en travaux. Donc, ça représente 17% de l'ensemble des locaux vacants. L'encart en couleur qui se trouve à droite, là, vous montre les principaux résultats obtenus entre 2017 et 2020, suite à l'enquête, avec des hausses observées pour la restauration, la santé-beauté, les commerces bio, la vente et la réparation de vélos. Donc, ce sont des évolutions en fait, qui prolongent celles qu'on avait observées entre 2014 et 2017, notamment pour la restauration, la santé-beauté, qui sont des secteurs qui progressent à Paris sur les dernières années. Et enfin, sur la droite en bleu, donc les principales baisses observées entre 2017 et 2020 pour l'équipement de la personne, les agences bancaires et de voyage, les assurances et le commerce de gros. L'équipement de la personne, c'est la première fois depuis l'an 2000 qu'on observe une baisse du nombre de locaux liés à l'équipement de la personne. Donc, c'est tout ce qui est habillement, chaussures, bijouterie. Et on peut mettre ça en lien avec le développement des applications web qui font que les commerces sont assez, comment dire, sont très concurrencés à ce niveau-là.
Donc, ces résultats sont à mettre en fait en relation avec la très forte densité commerciale qui est présente à Paris, comme le montre donc la carte que vous avez à l'écran, qui représente en fait la densité des surfaces commerciales, avec en bleu foncé les endroits où la surface commerciale est la plus importante à Paris. Donc, cette densité est en moyenne de 31 commerces pour 1000 habitants, alors qu'elle n'est que de 19 pour 1000 habitants dans les centres-villes des grandes villes françaises. La densité atteint même parfois des chiffres importants, comme dans le 8e arrondissement, où l'on a 150 commerces pour 1000 habitants. Et on voit sur la carte que les arrondissements centraux sont très denses en commerce, et que dès qu'on s'éloigne un peu en périphérie, les arrondissements périphériques sont un peu moins denses, donc d'une couleur un peu plus verte, vert clair et jaune. Donc, les densités, on les retrouve également sous forme de polarité, comme par exemple au niveau du secteur des Champs-Élysées, du quartier de l'Opéra, ou encore des Halles ou de Saint-Michel. Ou alors sous forme de points, quand cela concerne des centres commerciaux, comme dans le 15e arrondissement avec le centre commercial Beaugrenelle, ou alors dans le 13e arrondissement, le centre commercial Italie 2, et puis parfois avec des points très précis, comme les grands magasins à Paris, donc sur le boulevard Haussmann, le Printemps et les Galeries Lafayette. Donc tous ces résultats que nous observons depuis de nombreuses années nous ont amené à développer une application web afin de les présenter et de les mettre à disposition du plus grand nombre. C'est ce dont ma collègue Hélène va vous parler maintenant. Bonjour à tous. C'est en fait en 2014 qu'on s'est posé pour la première fois la question d'accompagner la sortie de l'étude de l'époque d'une application web. Les objectifs derrière un passage en web, il y en avait 3 principaux. Le premier, il s'agissait de transposer les fiches commerciales à l'arrondissement en format web. Donc, ces fiches commerciales à l'arrondissement, vous en voyez ici un exemple sur le 9e arrondissement. Elles se présentent toujours de la même façon. Sur la page de gauche, on retrouve un zoom sur l'arrondissement sur lequel on peut retrouver les limites de l'arrondissement en noir et les commerces de cet arrondissement, en l'occurrence en 2020. En dessous de cette carte, on retrouve systématiquement quelques chiffres clés, dont le nombre de locaux en rez-de-chaussée, le nombre de commerces, le nombre que ça représente dans le total parisien, etc. Et ensuite, systématiquement, sur la page de droite, on va retrouver plusieurs graphiques. Le premier, cet histogramme qui vient nous détailler la structure commerciale des arrondissements. Donc, c'est en fait, on vient catégoriser les commerces en 6 grandes catégories. Donc, vu que c'est écrit en petit, je vais les citer. On détaille les commerces alimentaires, les commerces non alimentaires, les services et les agences, les restaurants, les hôtels, autres locaux, donc c'est ce que disait Bruno tout à l'heure, comme par exemple les commerces de gros, et les locaux vacants. Et en dessous de ça, on retrouve l'évolution de 2000, donc l'année de la première enquête, à 2020, la dernière, de certaines de ces catégories. Donc on voulait venir transposer ces fiches en format web, mais pas simplement les transposer, mettre le PDF disponible dans une application. On voulait aller plus loin que ça et rendre ces fiches dynamiques. Donc, vous verrez ce que ça donne tout à l'heure lors de la démonstration de l'appli. Ensuite, le deuxième grand objectif, c'était de cartographier la répartition et l'évolution des commerces dans le temps, donc toujours de 2000 à 2020, de façon dynamique. Pareil, vous allez voir dans un instant ce que ça a donné. Et enfin, le troisième objectif, lui, est apparu un peu plus tard. Les 2 premiers objectifs, les fiches à arrondissement et l'évolution, on y pensait et on l'a fait dès 2014. Le troisième besoin qui a été identifié, il l'a été plus tard, en 2017. Il s'agissait de pouvoir permettre aux utilisateurs d'obtenir des statistiques non plus à l'échelle de l'arrondissement, mais à l'échelle d'un périmètre que lui-même viendrait définir. De sorte que si on s'intéresse à la question des commerces dans une rue, par exemple, ou autour d'un point particulier, comme autour d'une place ou autour d'un monument, on puisse venir dessiner dans l'application cette zone qui nous concerne particulièrement et obtenir des chiffres sur cette zone. On voulait essayer de se rapprocher le plus possible des chiffres que l'on donne à l'échelle de l'arrondissement. Donc, cette application, à l'origine, en 2014, donc on l'a faite une première fois. Ensuite, on l'a mise à jour en 2017. Et là, on l'a remise à jour en 2020, fin 2020, début 2021. Et c'est cette dernière version qu'on va vous présenter. Dans cette dernière version, on avait également 2 autres besoins qui se sont ajoutés. Donc, on avait déjà pas mal de fonctionnalités, mais on voulait permettre d'autres choses. On voulait permettre aux utilisateurs de pouvoir comparer les arrondissements entre eux. Donc, jusqu'à maintenant, on pouvait toujours comparer la structure d'un arrondissement, la structure commerciale d'un arrondissement, à la moyenne parisienne. Ça, c'était possible depuis 2014. Et là, on voulait pouvoir comparer les structures de 2 arrondissements. Et ensuite, on voulait axer également sur la question du téléchargement. La BDCOM, donc la base de données e-commerce, elle est en téléchargement libre sur le site Open Data de l'Apure depuis plusieurs années.
Mais là, on voulait rendre disponibles et téléchargeables les données qui servent à construire les fiches à l'arrondissement et également les données qui servent à construire les fiches des périmètres à façon, comme on les appelle. Donc voilà, je vais rendre la main à Bruno qui va vous faire une démo de l'application. Donc là, pour les besoins de la présentation, on a préchargé l'application dans notre navigateur. Et donc sachez que vous pouvez la retrouver donc, en suivant le lien qui est à gauche de la slide sur le site de la Pure. Donc, vous pouvez passer par le site de la Pure et la rubrique Géodata. Donc là, l'application sur les commerces, elle est à la une actuellement de cette page. Et vous retrouverez aussi d'autres applications faites par la Pure sur d'autres thématiques. Donc, hop, je rebascule sur Chrome et normalement, vous devez voir. C'est tout bon. Merci. Génial, merci beaucoup. Donc, vous voyez l'application telle qu'elle s'afficherait si vous alliez dessus. Très bien, merci Hélène. Donc voilà, je vais vous présenter l'application qui est un outil vraiment très puissant et intuitif. Donc voilà, quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette page-là. Donc je vais vous présenter rapidement donc, avec une légende à gauche et des données sur le volet de droite. Je vais cacher le volet de droite pour qu'on puisse voir un peu mieux l'application. Donc vous pouvez bien sûr zoomer, dézoomer au niveau parisien. Donc ça met un petit peu de temps à charger, mais voilà, je vous montre. Et après, donc, on va revenir un peu plus près. Et je vais vous parler donc du volet de gauche dans un premier temps. Donc là, vous trouvez la légende de la carte qui présente donc les types de commerces présents sur la carte par grand regroupement. Donc, vous pouvez cocher, décocher, faire apparaître ceux que vous voulez faire apparaître sur la carte uniquement. Ensuite, vous avez les commerces qui sont présentés de façon plus ou moins importantes en fonction de leur taille, les plus de 1000 m², les 300 à 1000 m² et les moins de 300 m². Vous avez également présent sur la carte les marchés couverts et découverts et puis les concentrations commerciales que nous avons recensées. Et puis, nous avons mis la possibilité de faire apparaître certaines zones particulières, comme par exemple là, les zones touristiques internationales, qui sont des zones au sein desquelles les commerces peuvent ouvrir le dimanche à Paris, sous réserve d'avoir des accords avec les salariés, bien évidemment. Donc, l'application présente ensuite sur le volet de droite, que je vais rouvrir et je vais cacher la légende. Donc, dans le volet de droite, donc là, vous avez les données qui correspondent au deuxième arrondissement de Paris, avec les principaux chiffres clés, le nombre total de locaux en rez-de-chaussée, dont les commerces et services commerciaux, le nombre de commerces pour 100 mètres de voie, etc., etc. Un petit texte. Alors, ces données-là, vous les avez pour l'arrondissement concerné, et puis vous pouvez les comparer à tout Paris ou alors à un autre arrondissement, si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est assez pratique de pouvoir faire ces comparaisons par moment. Ensuite, un petit texte de présentation du commerce dans l'arrondissement, et puis des graphiques qui montrent la structure commerciale de l'arrondissement, du second en l'occurrence ici, graphique que vous pouvez télécharger sous forme de fichier image ici. Ensuite, donc, un petit graphique qui montre la structure commerciale comparée avec celle de Paris, que vous pouvez également comparer avec celle d'un autre arrondissement, comme tout à l'heure. Un petit texte qui montre les principaux commerces de l'arrondissement. Donc, quand vous cliquez sur un des commerces, il apparaît sur la carte. Voilà, il se surligne en jaune, là, on le voit. Et même chose pour les principales galeries commerciales ou alors les marchés. Là, le marché de la Bourse dans le second arrondissement. Voilà, donc vous pouvez assez facilement naviguer sur cette carte. Et enfin, un graphique qui montre l'évolution des commerces du deuxième arrondissement par rapport à Paris, donc sur le temps long, depuis 2000. Donc voilà, et là, même chose, vous pouvez cliquer pour regarder l'évolution des commerces alimentaires ou non alimentaires, ou la restauration, etc. Donc les données qui vous intéressent. Deuxième fonctionnalité très intéressante dont vous parlait Hélène tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir dessiner des périmètres à façon. Donc, vous avez les données qui sont toutes prêtes au niveau arrondissement, mais si vous voulez avoir des données sur une rue, une place ou un quartier, vous pouvez cliquer ici et définir un périmètre sur lequel vous allez pouvoir extraire les données. Donc, c'est très simple. Là, je fais un rectangle tout simple. Voilà, donc ça met en surbrillance tous les points concernés par le périmètre que vous avez sélectionné. Et à ce moment-là, dans le volet de droite, vous avez en haut
le nombre total de locaux dans ce périmètre, et puis la répartition de ces locaux par grandes catégories. Et bien sûr, ces données que vous avez sélectionnées, vous pouvez les télécharger au format CSV, ici, pour pouvoir les analyser ensuite de votre côté. Une troisième fonctionnalité qui permet de regarder de façon dynamique les commerces, avec par exemple, là je vais afficher les boulangeries présentes à Paris, donc on voit que c'est un maillage très fin de tout l'ensemble du territoire parisien. D'autres activités où on a beaucoup moins de données, une centaine de poissonneries à Paris, mais de façon assez maillée aussi au niveau du territoire. Et puis, vous pouvez... donc, on voit que c'est un maillage complètement, comment dire, parisien, mais vous pouvez avoir aussi des polarités. Par exemple, pour ce qui concerne les galeries d'art, par exemple. Voilà, on voit que pour les galeries d'art, elles sont réparties en pôles. Donc là, au niveau du carré rive gauche, donc sur la rive gauche de Paris, mais également dans le Marais, ici, à cheval sur les 3e et 4e arrondissements. On voit qu'à Montmartre aussi, il y a une petite polarité. Et puis autour de l'avenue Matignon, dans le 8e arrondissement. Enfin, une des fonctionnalités qui est très intéressante et qu'on a voulu mettre en valeur, c'est l'évolution justement de ces activités au cours du temps. Donc voilà, là j'affiche par exemple les salles de sport à Paris, et vous voyez qu'il y a une frise qui montre toutes les années auxquelles on a enquêté, et vous pouvez faire défiler. Voilà, on voit que les salles de sport apparaissent au fur et à mesure en 2003, en 2005, etc. Et donc voilà, on voit comment elles s'implantent et comment elles se sont fortement implantées ces dernières années à Paris. Enfin, vous avez la possibilité d'ouvrir une dernière fenêtre qui explique en fait la méthodologie de l'enquête et qui présente les autres études liées au commerce à Paris que vous pouvez également télécharger. Voilà donc une rapide démonstration de l'application qui a été développée pour voir les résultats du commerce à Paris. Et je vais maintenant redonner la parole à Hélène qui va vous parler de la technique utilisée pour développer cette appli. Alors pour ça, je vais remettre notre PowerPoint, que normalement vous revoyez à l'écran maintenant. Et en matière de technique, en fait, dans un premier temps, je vais vous parler données. Donc les données qui sont utilisées dans l'application web, elles sont stockées sur les serveurs de l'Apure au sein d'une géodatabase. Et ensuite, elles sont publiées sur notre Argis Server, donc version 10.6, en tant que service de carte. Et ces services de carte sont ensuite rappelés dans le code de l'application, par le code de l'application. Elles sont rappelées par leur URL. Donc on a 3 jeux de données principaux, 3 services de carte principaux dans cette application. On a d'abord les limites d'arrondissement. Bon, les limites d'arrondissement, elles sont visibles sur la carte. Ici, par exemple, vous avez les limites du 5e arrondissement qui sont en surbrillance. Ce jeu de données des arrondissements, il a une structure très simple. Donc, une ligne dans ce jeu de données correspond à un arrondissement. Et dans la table attributaire de ce jeu de données, on va retrouver tous les champs, toutes les données qu'on va ensuite utiliser pour créer les fiches commerciales à l'arrondissement. Donc, on va retrouver dans les champs le nombre de commerces de l'arrondissement, le nombre de commerces alimentaires en 2000, en 2002, en 2003, en 2005, etc. Donc, toutes ces données-là, quand l'utilisateur vient sélectionner un arrondissement, on les récupère et on vient les pousser dans la partie de droite de l'application, donc dans la fiche commerciale, pour mettre à jour les graphiques, les textes, etc. Ensuite, on a un deuxième jeu de données qui correspond, lui, au commerce même. Donc, c'est le jeu de données BDCOM 2020. Lui aussi est affiché sur la carte, où un point représente un commerce, comme l'a dit Bruno. Dans la table attributaire, ça veut simplement dire qu'une ligne correspond à un commerce. Et au niveau des champs, on va retrouver toutes les données qui sont téléchargeables quand on vient télécharger la BDCOM 2020. Donc, vous allez retrouver pour chaque commerce sa catégorie, commerce alimentaire, non alimentaire, restaurant, etc. Le niveau plus fin de la catégorie, donc la sous-catégorie. Si on est sur un commerce alimentaire, est-ce qu'on est sur une pâtisserie, un glacier, que sais-je? Et on va retrouver également les autres informations sur la taille, par exemple, sur la catégorie de taille du commerce. Enfin, on a un troisième jeu de données qui est le plus volumineux, c'est celui des commerces de 2003 à 2020. C'est ce service de carte, c'est ce jeu de données qui nous permet de faire la carte d'évolution.
Donc lui, il est extrêmement volumineux parce que dedans, si un commerce a existé pour toutes les années de l'enquête, mettons qu'il a existé pour les 7 années de l'enquête, par exemple, donc là, vous voyez, on est bien sur 2003-2020, pas sur 2000-2020. Donc c'est 7 enquêtes. Donc si ce commerce existait pour les 7 enquêtes, il va être autant de fois dans la base de données. Donc évidemment, c'est assez conséquent. Et au niveau des champs, par contre, là, pour le coup, on est sur quelque chose de très simple, hein, puisqu'il n'y a que 2 champs dans ce service de cartes. On a un premier champ ici en rouge qui correspond au code de regroupement du commerce, donc pour faire simple, à sa sous-catégorie. C'est ce qui nous permet, lorsque l'utilisateur vient dans le menu de droite sélectionner un commerce donné, mettons ici les pâtisseries, de venir filtrer cette couche des commerces pour ne garder que les pâtisseries. Donc imaginons ici que les pâtisseries soient du code 82, ben voilà, on vient filtrer la couche en ne gardant que le code 82. Et ensuite, on a un deuxième champ, c'est le champ qui correspond à l'année. De façon à ce que quand le curseur est positionné, par exemple ici sur 2020, pareil, on vienne resélectionner, on a un double filtre en fait pour ne garder que les pâtisseries, ok, mais de 2020. Donc c'est comme ça, grosso modo, que ça fonctionne. Ensuite, ce service de carte spécifiquement, il fait l'objet d'un paramétrage particulier avant d'être publié sur notre ArcGIS Server. Quand on est dans ArcMap, il faut, dans les propriétés de la couche, venir activer le temps sur cette couche. C'est comme ça que ça s'appelle, donc ça se passe dans l'onglet temps. Ensuite, il y a quelques paramètres à remplir, notamment il faut indiquer sur quel champ se trouve la donnée temporelle. Donc, ici, c'est notre champ année qui s'appelle Dateful. Et ensuite, on peut publier le service. C'est ça qui va faire qu'une fois qu'on est dans le code de l'application, le curseur temporel va pouvoir cibler cette couche et animer cette couche. Donc au niveau du code de l'application, justement, on est sur une application développée en HTML, CSS, JavaScript. Et pour toute la partie cartographie, on utilise l'ArcGIS API for JavaScript en version 4.15, si mes souvenirs sont bons. Donc dans cette API, on va utiliser, enfin je vais revenir sur 2 outils qu'on utilise particulièrement. Donc je vais le faire dans le désordre. Je vais d'abord vous parler de l'outil TimeSlider. Donc, c'est le fameux curseur temporel. Donc, c'est lui qu'on vient appeler dans le code de l'application, qu'on paramètre en lui disant « OK, la couche temporelle, c'est celle-ci, donc c'est celle des commerces 2003-2020. » On paramètre également en lui disant « Le champ temporel, c'est celui-ci, c'est notre champ Dateful, etc. » Et en fait, c'est cet outil qui gère ensuite l'affichage des commerces de l'année en cours. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à venir coder ligne après ligne. C'est déjà intégré au sein de l'outil proposé par l'API. Et ensuite, le deuxième outil sur lequel je voulais revenir, c'est l'outil Sketch View Model, donc qui est signalé par cette icône dans l'application que Bruno a utilisé. C'est le fameux outil qui va vous permettre de venir dessiner un périmètre à façon sur la carte elle-même. Donc, le fonctionnement de cet outil, c'est qu'une fois que ce périmètre est terminé d'être dessiné, nous, on va venir récupérer la géométrie, donc l'enveloppe en quelque sorte de l'entité géographique que vous venez de dessiner, et on va venir l'intersecter, donc c'est une requête spatiale, avec la couche des commerces 2020 pour ne sélectionner que les commerces qui sont au sein de ce périmètre. Et ensuite, on vient récupérer les informations sur ces différents commerces et on vient recréer la fiche commerciale du périmètre en question. Voilà, donc c'est un très rapide aperçu de comment ça se passe sous le capot de l'information de l'application. Ça conclut également notre présentation, donc on espère qu'elle était pleine d'informations intéressantes et on va vous laisser la parole maintenant si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. L'outil qui est, je vais mettre la caméra, qui est vraiment bien fichu et très plaisant. Pas de questions. On va laisser un peu de temps pour que ça vienne. J'ai peut-être une petite question. Est-ce qu'il y a des problèmes c'est une question, donc je ne sais pas s'il y en a, mais sur éventuellement le temps de chargement, parce qu'il y a beaucoup de données. Est-ce qu'il y a des optimisations particulières pour optimiser les effets de chargement ou jouer ces analyses spatiales Non, là on mise sur les performances du serveur. L'application met un petit peu de temps à se charger au démarrage. Ouais. Notamment parce qu'on charge tous les commerces de 2020. On avait pensé à rasteriser en fait ces commerces pour accélérer le temps de chargement, mais malheureusement ensuite on a voulu garder la fonctionnalité où on pouvait sélectionner les commerces à façon et du coup on ne pouvait pas partir sur une couche rasterisée. Donc là on mise sur les performances côté serveur. Et ensuite pour tout ce qui est évolution, pareil, il y a un petit temps de chargement et si les utilisateurs essayent d'afficher par exemple l'évolution du prêt-à-porter, c'est beaucoup de commerce et du coup c'est vrai que là faut être un peu patient, ça prend quelques secondes au démarrage, mais ensuite par contre c'est super fluide. C'est ça qui est chouette. Alors j'ai plusieurs questions qui sont tombées en Génial.
Clément Philippot qui demande, donc les enquêtes de terrain sont réalisées via Field Maps aujourd'hui, ou est-ce que vous utilisez des outils numériques ou c'est fait Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas utilisé encore d'outils numériques. C'est ce qu'on souhaite faire dans les années à venir, parce que c'est vrai que ça serait plus simple après au niveau comment dire, de l'utilisation des données. En fait, pour le moment, c'est vraiment, on part avec des enquêtes, comment dire, des bordereaux papier qui sont imprimés et sur lesquels les enquêteurs doivent signaler les modifications ou pas observées sur le terrain. Mais c'est vrai que ça serait bien qu'on puisse partir avec des tablettes, par exemple, pour pouvoir rentrer l'information directement. Parce que c'est vrai que pour le moment, donc ils reviennent avec les bordereaux papier que l'on doit saisir. Après, on doit saisir l'information, donc il y a un double temps. Donc, c'est à voir. On voudrait utiliser ça à plus petite échelle dans un premier temps, sur des périmètres plus petits, parce que là, c'est vrai que ça représente quand même plus de 80 000 locaux, donc c'est assez important. Mais oui, on voudrait passer à des enquêtes numériques, oui. Ok. Donc, une question technique donc de Mathieu Brisset. Avez-vous envisagé de mettre en place un clustering au chargement de l'application? Cluster de points. Alors non, parce que quand on charge l'application, au démarrage, on zoome automatiquement sur le premier arrondissement. Donc, a été choisi parce que c'était le premier arrondissement parisien, pas pour une autre raison. Et du coup, on zoome directement. Et quand on est zoomé, il n'y a pas besoin de mettre en place un clustering parce que tous les commerces, pour le coup, sont facilement visibles sur la carte. Il n'y en a pas tant que ça mériterait d'être clusterisé. Ensuite, c'est vrai que quand on dézoome, bon, la question pourrait effectivement se poser. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on est plutôt sur une application où on a tendance à observer plutôt de près. Et quand on observe de loin, c'est dans la partie évolution. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a plus tous les commerces. Donc, il n'y a plus non plus le besoin de faire des clusters. Bon, on sait que ça existe, mais pour le moment, on ne s'est pas dirigé vers ça. Ok. Question de Christophe Lefer. Les développements de l'API ArcGIS for JavaScript sont faits en interne? Sont-ils faits en interne? Oui, tout à fait. C'est moi-même qui m'en charge. Ben, bravo. Merci. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. On peut relaisser 1 ou 2 minutes s'il y a des questions complémentaires. Ça marche. Je réfléchissais à la réponse de la question tout à l'heure sur la rasterisation, mais les caches de tuiles vecteurs n'apportent pas un confort? On ne les a encore jamais utilisés au sein de la Pure. C'est quelque chose qu'on aimerait expérimenter l'année prochaine, probablement. Mais oui, on l'a dans un coin de notre tête parce qu'on sait que, notamment pour cette thématique des commerces, ça pourrait être très, très utile pour nous. Ouais. Ok. Non, on n'a pas d'autres questions. Ah si. Ah non, une remarque. Très bel exemple. Ouais, il y a eu pas mal quelques remarques positives précédemment et celle-ci. Ah, c'est une belle appli, c'est clair. Vous faites j'engage l'auditoire à aller voir aussi vos autres applications. Enfin, vous avez un panel d'applications qui est très riche. On commence à en avoir pas mal, oui. On en fait plusieurs années maintenant. Bien pensées, bien faites. Tant mieux. Ouais. On essaye. Ouais. Mais voilà, merci à vous. Bonne après-midi à tous. Et puis, voilà, bon cycle 2021. Merci. Merci beaucoup. À tout le monde. Merci, au revoir.